de l'Abimo. Même si pour l'instant, je pense que vous avez compris pourquoi, on le fait en virtuel. La crise sanitaire, évidemment, nous a obligés à reprogrammer notre convention habituelle de janvier sur 3 dates. Donc, le 28 janvier, aujourd'hui, on aura un webinar en mars à nouveau. Et puis, surtout, la convention annuelle en partenariat avec le salon TEPAD & Connect en juin, sur 2 jours, avec, j'espère, la possibilité de se voir, de se rencontrer, d'échanger, parce que c'est un peu la philosophie de notre convention. Et puis, j'espère, puisque c'est le plus important dans cette convention, les pieds dans le sable, un verre à la main, et puis, évidemment, on peut rêver toute la convivialité qu'on a l'habitude d'avoir sur cette convention. Donc pour aujourd'hui, je pense que on vous a préparé un programme copieux. Hein, l'idée, c'est d'être sur une dynamique. Donc, on a 2 tables rondes ce matin. Une habituelle, puisque tous les ans, depuis 8 ans, on commence par ça, hein, sur un débrief du CES. L'idée, c'est de partager avec vous toutes les innovations et les enseignements de ce CES. Et puis à 11 heures, on parlera des perspectives du marché. Vous avez bien compris que 2021 sera une année encore un peu particulière. Donc, c'est quoi les opportunités? On parlera du plan de relance notamment. Et puis, collectivement, au niveau de la SBA notamment, comment on peut faire avancer les choses pour faire en sorte que le marché se développe. Cet après-midi, je vous en touche 2 mots, hein, on y reviendra, mais on a aussi 2 tables rondes, donc c'est Hubert Vialat, le journaliste du Midi Libre, qui les animera. On a souhaité parler de la ville numérique. Montpellier, vous le savez peut-être, est à la pointe du sujet. Et donc, on aura des invités qui nous partageront leur expérience de la ville numérique. Et à 15 heures, on aura une deuxième table ronde sur l'intégration du numérique dans les projets de promoteurs, de bailleurs, de syndics, etc. Et on terminera la journée, on a un invité de prestige que vous connaissez peut-être, François Pellegrin, qui est architecte. Il est aussi le président d'honneur de l'Union des architectes. Et puis surtout, il a une vision très intéressante du numérique dans le bâtiment. Alors, avant de lancer la première table ronde, j'aimerais qu'on plante le décor et j'ai le plaisir d'accueillir le président de la SBA, donc Emmanuel François, qui va m'aider à planter un peu les choses. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci Merci d'être François-Xavier là. pour cette invitation. C'est vraiment important que tu nous donnes un petit peu ta vision. Alors pour ceux qui n'auraient pas pu assister à la retransmission en direct des vœux de mardi, pourrais-tu nous en faire un petit résumé? Comment tu vois les choses pour 2021? Et puis surtout, peux-tu nous donner quelques motifs d'espoir, hein? L'atmosphère est un peu morose, donc voilà, je te laisse quelques minutes pour planter un peu le décor. Merci. Ok. Bon, ben merci. Je suis ravi d'être là. Et puis François-Xavier, n'hésite pas à m'interrompre si je suis trop loquace ou que sais-je, ou s'il y a des questions, hein. Tout d'abord, ben, bonne année à vous tous. Cette année est un peu dans la continuité de l'année dernière, qui était une année inédite. Mais je ne serai pas pessimiste comme d'autres. Je pense qu'il faut voir les choses du bon côté, même si c'est pas simple. Et je pense que ce côté inédit de 2020, quelque part, était écrit et a juste précipité des transitions qui étaient nécessaires pour notre société et a mis le numérique au cœur de ces transitions, au cœur de toutes les transitions. De manière brutale, certes, mais en tous les cas, on y est. Et aujourd'hui, on peut dire que ces transitions, on doit les mener.
Et il n'y aura pas de retour en arrière. Je le dis aujourd'hui. C'est plus possible. Pas de retour en arrière sur les solutions d'hier, sur les solutions même qu'on avait en janvier 2020. Le travail, vous le voyez, a changé. On ne travaillera plus comme avant. La santé est en train de changer. On ne soignera plus comme avant. L'enseignement est en train de changer totalement. Et on n'enseignera plus comme avant. Le commerce est en train de changer. On voit bien aujourd'hui que tout est en train de bouger. Et on doit mener ces transitions. Il est hors de question, par exemple, que les centres commerciaux deviennent les cimetières urbains. Il est donc important de repenser tout cela. On voit bien aussi que la mobilité est en train de changer. La gestion des espaces, avec des espaces partagés, des espaces privatifs. On voit que le numérique est partout et il faut le maîtriser. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas que la crise sanitaire. Et cette crise sanitaire, c'est un épiphénomène dans la crise sanitaire globale. Pourquoi un épiphénomène? J'exagère peut-être. Mais quand on sait qu'effectivement, on a des gros problèmes de pollution d'air, des gros problèmes de pollution de l'eau et de rupture de l'eau, des gros problèmes de pollution des terres, de la chaîne alimentaire, on voit qu'effectivement, la crise sanitaire, elle est là et elle va durer. Il en est de même pour d'autres défis comme le défi démographique, le défi environnemental, le défi économique, le défi identitaire. On n'en parle pas trop de celui-là, mais effectivement, c'est le problème de tous citoyens, avec la perte de code, la perte de règles. Et enfin, il y a un défi dont on ne parle pas trop, mais qui est omniprésent aujourd'hui, avec cette transition numérique. C'est le défi éthique et la préservation de nos libertés individuelles. Bref, on voit qu'on est entouré de défis à court terme. Et pour ça, effectivement, il ne faut pas baisser la tête. Il faut agir. Il faut agir en groupe. Il faut agir global. Et c'est un peu ce que la SBA veut faire. Et se fera en 2021, c'est sûr, avec un message fort qui est un message de rassemblement. Un message de rassemblement avec toutes les filières, car c'est impossible de mener des transitions seules, avec une ou deux filières comme le bâtiment. Non, il faut aller chercher tous les acteurs de l'électroménager, de la sécurité, de la santé, de l'enseignement, de la mobilité, de la construction, du commerce. C'est comme ça qu'on mènera ces transitions. Car en fait, à la fin, on voit bien que nos usages sont en train de changer. Et pour répondre aux défis dont on a parlé, cela passe par repenser l'usage même des bâtiments et des villes et des territoires. Donc c'est un chantier gigantesque. Et ce chantier gigantesque, qui est planétaire, on ne peut pas le résoudre, on ne peut pas le mener seul. On ne peut pas le mener non plus avec une seule personne. C'est un ensemble de personnes. C'est en global. Et c'est le but de la SBA, d'être un peu l'agora de ces transitions et de mener à bien ces transitions. Et tout d'abord, de s'appuyer sur des référentiels, des cadres de référence. Parce que sans cadre de référence, on ne peut pas avancer. Il faut de la confiance. Et c'est le but de la SBA, depuis le début. Et c'est pour ça que je suis très heureux qu'aujourd'hui, on soit réunis déjà sous un même toit, la Fédération française de domotique et la SBA. Parce qu'on est plus fort ensemble, avec trois piliers, le Smart Home, le Smart Building, la Smart City. Je pense qu'effectivement, on a beaucoup de choses à faire ensemble et beaucoup de projets, beaucoup de défis sur les prochaines années. Sur 2021, tout d'abord, je commencerai sur un défi qui me tient à cœur. C'est d'amener Internet, le numérique, tout de suite, le plus vite possible, dans tous les bâtiments, en France, mais même ailleurs. Quand je dis tous les bâtiments, c'est résidentiel, tertiaire, tout type de bâtiment. Et bien sûr, sur les territoires. Vous allez me dire, est-ce que c'est possible? Eh bien, je dis oui, c'est possible. Non seulement c'est possible, mais c'est urgent. C'est le même défi qu'il y avait 120 ans, quand il a fallu déployer l'électricité. Combien de temps à New York
combien de temps ça a pris à New York de déployer le réseau électrique? 10 ans. Eh bien, au XXIe siècle, il est hors de question que ça dure 10 ans de déployer un réseau numérique à l'échelle du territoire. Hors de question. Et c'est l'urgence première. On ne mettra pas ces transitions dont on vient de parler si on n'a pas ce réseau, cette infrastructure numérique. C'est pour ça que R2S est fondamental. Parce que si effectivement on déploie ce réseau en s'appuyant sur R2S, qui prône l'ouverture des données, l'interopérabilité, la mutualisation de l'infrastructure, eh bien, dans ces conditions, on pourra effectivement utiliser cette infrastructure numérique, non seulement pour Internet, mais pour tous les services dont on parle dans R2S. L'énergie, la gestion des espaces, la santé, la mobilité, la sécurité, la santé, le bien-être, la signalétique, etc. Emmanuel, Oui, tu parles de défis, donc je pense que effectivement il y a énormément de défis devant nous. On parlera dans la table ronde numéro 2 de la rénovation énergétique notamment. Est-ce que tu peux nous dire, parce que le plan de relance, il met des milliards sur la table, notamment sur le plan de rénovation énergétique, comment l'ASBA peut peser pour faire en sorte que cette rénovation énergétique soit combinée avec cette rénovation numérique dont tu parles. Est-ce que tu vois des pistes pour réellement peser dans le débat et faire en sorte que ça se passe comme ça? tout à fait. Et je te remercie de poser la question, j'allais y venir. Déjà, effectivement, si on raisonne logement, aujourd'hui, il y a en France 15 millions à peu près de personnes qui sont en fracture numérique, dans la précarité numérique, qui n'ont pas accès ou peu accès à l'Internet. C'est pas possible, c'est inacceptable. Comment on peut effectivement faire du télétravail, suivre des cours à distance, si effectivement on n'a pas une qualité de réseau, si on n'a pas accès à Internet? Ça marche pas. Donc c'est un défi numéro un. Mais il y a également 12 millions de citoyens qui sont en précarité énergétique. Certes, il est important d'isoler les bâtiments. Mais on sait très bien qu'isoler les bâtiments, ça va prendre 30 ans. Et ça coûte des dizaines, voire des centaines, plus que des dizaines de milliards d'euros. Donc ce n'est pas un projet qu'on résout en l'espace de 2 ou 300. Par contre, mettre en place des systèmes d'efficacité énergétique s'appuyant sur Internet, sur l'Internet, sur l'IP, ça c'est possible, et c'est possible tout de suite, et ça peut faire partie d'un plan de 3 à 5 ans, au même titre qu'on déploie cette infrastructure numérique. Et je peux être un peu plus précis sur les solutions. Je ne veux pas rentrer trop dans les solutions, parce que l'ASBA n'est pas là pour promouvoir des solutions, mais je donne juste un exemple. Aujourd'hui, on parle de solutions Wi-Fi 6, hein, c'est-à-dire de bornes Wi-Fi, qui sont aussi des bornes IoT, et qui peuvent communiquer avec des objets connectés. Eh bien, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des solutions, comme certains acteurs les portent, qui permettent, si le syndic ou si le bailleur social est fournisseur d'accès Internet, qui permettent de mutualiser cet accès Internet et de porter Internet dans les bâtiments et de porter des bornes Internet au niveau de chaque logement pour gérer à la fois les parties communes et les logements. Et quand je dis gérer, c'est-à-dire avec des protocoles radio ou Internet pour piloter les objets connectés. On voit qu'aujourd'hui, on peut avoir des modèles économiques qui s'autofinancent. Je ne veux pas rentrer dans le détail, on pourra en reparler plus tard, mais sincèrement, aujourd'hui, il n'y a plus nécessité à subventionner ces actions, ça s'autofinance, c'est juste un moyen de linéarisation de l'investissement sur 5 ans, voire 10 ans. Et le jour d'après, où l'installation est mise en place, le citoyen, le résident, bénéficie d'efficacité énergétique de l'ordre d'à peu près 20%. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces systèmes d'efficacité énergétique s'indexent notamment sur la présence et l'absence, pas que
c'est également sur les ouvertures de fenêtres, sur les usages. Et on arrive très facilement, c'est prouvé, à 20% d'économie d'énergie. Voilà, ça c'est un exemple. Mais je ne m'arrête pas là, parce qu'en fait, ce n'est pas que l'économie d'énergie. On voit qu'il y a un nouveau projet qui est en rédaction à l'Assemblée sur l'assistance aux personnes dépendantes. Eh bien, c'est très bien, j'encourage bien sûr, mais il faut arrêter d'avoir des approches en silo. Déployer Internet, déployer des solutions d'économie d'énergie, en maintenant des solutions pour les personnes dépendantes, et puis demain, ça sera la sécurité des bâtiments. Eh bien non, cette transition, c'est tout en même temps, parce qu'en fait, avec R2S, on va pouvoir effectivement mutualiser l'infrastructure, mutualiser les systèmes, puisqu'on aura accès à des données ouvertes, des systèmes interopérables, il n'y a pas de raison de siloter et d'avoir des approches en verticale. C'est fondamental. Et aujourd'hui, je m'adresse à tous les acteurs, à commencer par les acteurs politiques. Il faut que toute solution qui soit verticale, fermée, soit définitivement proscrite. J'insiste là-dessus et je pense qu'on en reparlera encore tout à l'heure. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Ouais, c'est très très clair. Est-ce que tu crois que, parce que tu parles de l'Assemblée, tu parles de la loi, etc., mais concrètement, à court terme, pour toi, quel est le bon niveau d'action? À quelle maille on doit travailler? On verra cet après-midi, par exemple, avec la métropole de Montpellier, que les collectivités ont beaucoup de poids hein, quand ils aménagent des quartiers, etc., quand ils vont être acteurs de cette rénovation énergétique. Est-ce que tu penses que c'est à ce niveau du territoire, au niveau des collectivités, ou à un autre niveau, que l'on peut agir le plus efficacement? Ouais. Alors, tu as raison, les collectivités ont un rôle à jouer. Par contre, effectivement, il faut les approcher et il faut qu'elles soient réceptives. On a un problème de formation, d'information. Mais ceci étant, quand elles ont compris, elles sont effectivement proactives. Je peux donner un exemple, puisqu'on a depuis peu un advisory board avec 11 personnalités. Parmi elles, il y a Denis Thuriot, président de l'agglomération de Nevers. Et clairement, hier, il nous a dit « Je souhaite que Nevers et l'agglomération soient en fait une vitrine pour la France et porter toutes les innovations de l'ASBA. Et notamment, ce cadre de référence Ready to Service est déployé le plus vite possible Internet avec des solutions d'efficacité énergétique, avec des solutions d'assistance aux personnes dépendantes, etc., à mes administrés. Je vous fais confiance et je veux qu'on avance ensemble. C'est un message clair et là, ça concerne effectivement plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de logements, mais pas que. C'est aussi des commerces, c'est aussi des espaces de travail, de coworking, voire de fabrication. Et puis c'est derrière, c'est mettre en place aussi toute une filière. Hier, on a parlé notamment de formation autour du numérique, des valeurs que porte la SBA et des connaissances que porte la SBA. Et je vous donne cet exemple-là, mais il y en a beaucoup d'autres maires qui veulent aller dans ce sens-là, ou présidents de collectivités. Donc tu as tout à fait raison. Ensuite, moi je pense que les bailleurs sociaux ont un rôle à jouer, et encore, je peux me référer à hier, puisqu'il y avait Emmanuel Cos également présente à l'advisory board de l'Union sociale des HLM, et qui même encourage le numérique et encourage aussi, avec l'USH, le cadre de référence Ready to Service ou le déploiement du cadre de référence Ready to Service parmi tous les sociaux. C'est également les syndics de copropriété. Il y a aujourd'hui des syndics de copropriété qui ont compris et qui commencent à intégrer cette approche R2S. Mais là, aujourd'hui, on a encore un gros travail à faire de les convaincre de changer leur métier et d'aller vers plus de services autour du numérique et d'être ce tiers de confiance que chaque citoyen demande. Parce qu'effectivement, cette transition, on le voit bien, ne marchera que si il y a des tiers de confiance. Et ce tiers de confiance, il doit être le plus proche du citoyen, le plus à l'écoute du citoyen. Il ne peut pas être décentralisé, il doit être local. Ça doit être un interlocuteur physique et digital.
pense que c'est là où on peut agir. On peut agir rapidement. Effectivement, il faut qu'on communique sur les bienfaits du numérique. On en reparlera tout à l'heure, mais effectivement, il y a beaucoup de discussions à ce sujet ou de méfiance sur un numérique qui n'est pas sécurisé, sur un numérique qui est énergivore, sur problématique des données. Eh bien, ça, c'est les enjeux de 2021 pour la SBA. C'est justement d'aller vers un numérique maîtrisé, un numérique sécurisé et un numérique frugal. C'est fondamental et c'est les actions qu'on mène, mais on est très confiant là-dessus. Et on a déjà bien avancé. Je me pose une question en t'écoutant. Dans tes vœux, tu parlais de mutation civilisationnelle. Tu parlais aussi de massification et de B2C, c'est-à-dire une nouvelle ère s'ouvre peut-être pour la SBA. Tu parles de l'idée de s'adresser directement aux consommateurs, parce qu'on peut parler aux politiques, on peut parler au niveau d'un tiers de confiance, au niveau d'une collectivité, mais tu sais comme moi que tant que le consommateur n'est pas à l'aise, n'a pas confiance et dans la donnée, dans tout ce qu'on va lui mettre dans son logement, il traînera toujours un peu des pieds. Déjà, tu peux me dire quels sont les plans de la SBA justement sur cette ouverture B2C. Donc comment la SBA va agir en 2021 sur la communication au niveau du grand public. Et puis une deuxième question, tu parlais de numérique frugal. Euh, Comment le numérique peut finalement tenir sa vraie place, qui n'est pas juste de consommer de l'énergie, mais de faire des économies d'énergie, d'avoir un impact positif sur la planète. Donc voilà, est-ce que tu peux nous donner un peu ta vision là-dessus? Ok, ok. Alors, sans vous perdre, et puis, tu parles tu cites effectivement mes propos de mutation civilisationnelle. Donc, je vous donne une piste à réfléchir. J'en avais parlé déjà il y a 3 ans aux universités d'été à l'EM Lyon, devant les étudiants. Effectivement, on vit une vraie mutation civilisationnelle. Et je l'impute au numérique, à Internet. Et je l'impute notamment à la conséquence du numérique direct sur le côté dogmatique de l'écrit. Effectivement, avec Internet, avec le numérique, on assiste à la fin du dogme de l'écrit. Et cette fin du dogme de l'écrit impacte toute notre société, toute l'organisation de notre société. C'est aussi bien le droit, c'est aussi bien la démocratie, c'est aussi bien tous nos modes de communication, c'est aussi bien notre économie. Et il faut avoir ça en tête. Et c'est ce qu'il faut qu'on explique simplement aux citoyens. C'est pour ça que je dis que on ne pourra pas faire marche arrière. Parce qu'en fait, le monde a changé, parce qu'effectivement, le numérique est au cœur de ces transformations. Et en fait, il y a un troisième élément qui existe aujourd'hui et qui n'existait pas avant. Il a pris forme petit à petit. Mais aujourd'hui, il est partout. C'est effectivement cet environnement virtuel. Et tout converge vers cet élément, troisième élément qui est virtuel, avec une interaction entre le physique et le virtuel, en temps réel. En temps réel. Et ça, c'est fondamental parce qu'effectivement, si on ne comprend pas ça, on est effectivement en dehors de ces mutations. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne un exemple. On parle aujourd'hui de monnaie locale. On parle de monnaie alternative. Mais effectivement, c'est une illustration de ces mutations civilisationnelles. Il y a une nouvelle économie, une économie plutôt alternative qui est en train de naître, qui va pas forcément fonctionner en euros, et qui ne fonctionnera pas en euros, qui va fonctionner sur d'autres indicateurs environnementaux, des indicateurs sociétaux ou sociaux, des indicateurs d'optimisation des espaces. Hier, on entendait Dominique Alba de la ville de Paris qui disait à Paris, on veut intégrer un nouvel indicateur qui est le taux d'utilisation d'un espace. Et ça, c'est un bon indicateur, effectivement. Parce qu'elle dit, à Paris, pendant le confinement, on s'est rendu compte que l'eau n'était pas utilisée. Ça veut dire que les bâtiments n'étaient pas utilisés. Pourtant, ils consommaient de l'énergie. Mais il n'y avait aucune consommation d'eau. Bien dit, c'est pas possible. C'est plus possible. Et elle a raison.
Eh bien, en fait, ça, c'est ce que je veux dire, c'est que maintenant, on a les moyens de voir des choses, d'avoir une approche transversale qu'on n'avait pas avant. Je donne un autre exemple. Aujourd'hui, si je veux partager un véhicule, partager un espace, je peux le faire instantanément et le partager sur une courte durée définie. Et je serai facturé à l'usage. Eh bien, ça, c'est une vraie mutation. Ça n'a jamais existé avant. Et cet espace, il peut être près de chez moi ou à 10 000 kilomètres, parce qu'effectivement, je pars en vacances. Ça n'a jamais existé. Eh bien, c'est ça que je veux dire. Un autre exemple, c'est aujourd'hui, si je veux suivre un cours, j'ai plus forcément besoin, effectivement, d'aller à l'université, à l'école. Je peux m'inscrire en ligne ou suivre un cours à distance. Ça n'a jamais existé. Et c'est ces mutations-là qu'effectivement, il faut intégrer. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle de monde hybride, de société hybride. Tout est en train de devenir hybride. Il faut l'accepter. Il faut l'accompagner. Et c'est pour ça qu'effectivement, pour que ça marche, puisqu'on a ce troisième élément qui est en train de prendre forme et qui est omniprésent, eh bien, il faut qu'il y ait de la confiance. Et comme tu l'as dit, la donnée est au cœur. La donnée est au cœur et la gouvernance de la donnée est au cœur de cette transition. C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai parlé du défi éthique. Parce que ce défi éthique, il est fondamental. Si dans les 3 ans qui viennent, on n'a pas effectivement résolu ou cadré ce défi, on peut assister à des désordres sociaux majeurs. Parce que si ça touche la liberté individuelle, c'est pas possible. Je ne pense pas qu'un citoyen, en tous les cas européen, acceptera d'être pisté à la minute près, à la seconde près. C'est pas possible. Il a besoin d'une certaine liberté. Ça veut dire qu'il faut réintégrer des codes. Des codes. Il faut redéfinir ce que j'appelle le droit numérique. C'est-à-dire qu'il faut quelque part réécrire les droits de l'homme. Mais réécrire les droits de l'homme, c'est aussi réécrire le sens du bien commun. Le bien commun à l'ère du numérique. C'est pas simple. Ça veut dire que tout, c'est un vaste chantier. C'est un chantier majeur. Et c'est pas un seul homme qui va l'écrire. C'est la communauté, c'est nous tous ensemble. Et c'est pas un seul pays qui va le faire. C'est pas une seule société qui va le faire. Et c'est là les enjeux, à mon avis, fondamentaux auxquels on est confronté aujourd'hui. Et il est hors de question que quelques acteurs prennent le contrôle de ces données, qu'ils soient politiques, ou qu'ils soient des entreprises. Bien entendu, c'est tentant. C'est tentant pour prendre le contrôle du monde. Ça a toujours été le cas. Eh bien, aujourd'hui, je pense que, au contraire, on a une opportunité d'être, de reprendre le contrôle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle, moi, de gouvernance girondine de la donnée versus jacobine. Et on a un problème en France. Car on fait partie de ces pays dans le monde qui sont très centralisés, très jacobins. Et je pense qu'on a une révolution culturelle à mener dans les prochaines années, voire dans les prochains mois. Parce que je te laissais parler, parce que c'est passionnant, mais tu n'as pas répondu à ma question sur l'approche B2C de la SBA. Comment Ouais. tu vois les choses? C'est quoi le renouveau de la SBA sur ce plan-là? Oui, alors bah, c'est contigu, excuse-moi. C'est fondamental d'acculturer le citoyen, quel qu'il soit. Et donc aujourd'hui, on est entre soi. Et je l'ai déploré en fin d'année. On ne peut plus être entre soi. On doit avoir un discours, bien entendu, adapté à tous les acteurs. Qu'on ait un discours technique, technologique, avec les professionnels, ça va de soi. Mais il faut expliquer aussi aux citoyens la finalité de cette transition et pourquoi, effectivement, le numérique est souhaitable. Et à la rigueur, moi je dis que c'est un cadeau pour l'humanité, il faut lui expliquer. Il faut lui expliquer par des mots simples, par des cas d'usage. Il faut parler de l'usage et des bienfaits qu'il en tire. L'économie d'énergie, le confort, la santé. Lui expliquer qu'effectivement, grâce au numérique, il aura plus de services, plus d'activités. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Il aura plus d'accès à des services grâce à ce partage
partage grâce à cette économie versus économie de la propriété. Et je pense que ça, c'est important. C'est des mots qui peuvent être simples. C'est de dire, aujourd'hui, vous avez un droit d'usage. Et cet Merci, usage, Emmanuel. voilà, vas-y, voilà. Mais je pense que c'est Ouais, important je t'interromps parce d'avoir un que discours très propre et on reparlera de ça. Mais aujourd'hui, effectivement, la volonté, c'est de communiquer très simplement et d'utiliser les médias qui vont porter ces messages. Merci. merci beaucoup, Emmanuel. Il est 10 heures, donc c'est pour ça que je pense que C'est bon. tu as raison. On va prolonger cette discussion-là sur la deuxième table ronde. Je te remercie. Je te donne rendez-vous donc tout à l'heure à 11h05. Ok. Et je pense que avant donc de passer à cette première table ronde, on va laisser passer quelques minutes. On va accueillir nos quatre intervenants qui vont nous parler du CES. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller boire un petit café. Dans 2-3 minutes, on aura nos intervenants qui seront connectés. Et à 10h05, on reprend l'antenne et on débriefe le CES. Merci à tous et à tout à l'heure.